toi, cette année de tuto quotidien, qu'est-ce que tu as appris, quoi? C'est pas une idée de moi à la base, mais une idée de mon associé qui m'avait dit, voilà, est-ce que ce serait intéressant de faire ça, et que j'avais refusé l'idée. Mais d'emblée, j'ai même pas cherché à comprendre. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas le temps déjà de faire mes trucs. Je passe ma vie à bosser. Qu'est-ce que tu vas me coller ça en plus dans les pattes? Comment tu t'es débrouillé pour avoir le temps, l'organisation, la créativité, enfin les idées pour faire autant de tutoriels? Est-ce que tu avais un planning précis de je me levais à telle heure je tournais, à telle heure je montais? Est-ce que tu étais en flux tendu? Comment t'organisais tout ça? Je pense que l'intelligence artificielle, c'est l'ennemi de la compétence. Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est parti d'une rupture amoureuse. Suite à cette rupture, grosse baisse de confiance, grosse déprime, pas loin de la dépression même d'ailleurs. Mais assez vite, je me dis, il faut que je me sorte de là. Et très vite, je m'intéresse alors, si c'est possible, et je ferai en sorte de mettre des sous de côté pour ça, d'envoyer mes cendres dans l'espace. Parce que quoi de mieux comme point d'orgue que la personne qui a toujours vécu en cherchant à s'éloigner de son passé, son dernier voyage, c'est de s'éloigner de la maison dont qu'il a toujours vécu. Salut tout le monde et bienvenue dans Timeline, le podcast où on parle de création de vidéos. Et aujourd'hui, j'accueille Hugo de la chaîne New School Studio. Salut Hugo, ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah ça va super. Ça me fait plaisir de t'avoir sur ce podcast parce que maintenant tu commences à devenir une bonne référence, je pense, dans le milieu du montage français quand même, avec le nombre de tutos. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne New School Studio, mais si vous faites du montage, normalement vous la connaissez. T'as fait un nombre de tutos sur Premiere Pro qui est absolument hallucinant. Et t'as vraiment ramené ce truc du tuto, je trouve, en France, qu'il y avait beaucoup à l'étranger, mais moins en France, moins détaillé. Et t'as ramené ça. Et moi, ça m'impressionne à chaque fois le nombre de trucs que tu connais sur Premiere Pro. Enfin bref, ça m'impressionne. Donc je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast. Et voilà. Écoute, je suis ravi d'être là aussi. Alors, moi, je vais être très honnête. Moi, c'est la première fois qu'on m'invite quelque part, peu importe le sujet. Donc, je suis d'autant plus content d'être là, de me dire, c'est très narcissique, mais je suis là pour parler de moi. C'est très con, mais j'aime bien. C'est un concept que, voilà. C'est effectivement pour ça que t'es là. D'ailleurs, est-ce que toi, comment tu te présenterais un petit peu comment tu fais pour te présenter quand on te demande en soirée? Je sais que c'est pas facile, je sais que tu as sûrement plein de casquettes, mais comment tu te présenterais? Alors en casquette, déjà, j'ai celle-là qui me suit partout. La blague était nulle. Non, comment je me présente? Alors principalement vis-à-vis de YouTube, je me présente comme un autodidacte en fait, parce que c'est globalement ce qui résume le mieux la chose en un mot en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai un exemple que je donne souvent parce que je l'adore. J'ai des gens en école d'audiovisuel qui m'ont dit plusieurs fois, nos profs utilisent tes vidéos pour appuyer le cours, alors que je n'ai jamais mis le pied dans une école d'audiovisuel. C'est pas mal. Et pour moi, je trouve ça extraordinaire. Moi qui ai toujours eu un peu de mal avec le système scolaire, on va dire, c'est un beau pied de nez. Voilà. Mais en présentation, non, à part autodidacte et si peut-être un mec qui taffe beaucoup trop et qui sait pas se reposer, à la limite. J'ai vu dans quelques stories Insta que t'étais partant du manque de sommeil. Clairement. Bah écoute, malheureusement, c'est quand on veut créer quelque chose, c'est ce que je dis souvent aux gens avec qui je bosse à côté. Ouais. Quand tu veux vivre de quelque chose que tu crées toi-même, il faut faire des sacrifices et bosser. C'est un peu ce qui va faire ton quotidien pendant un petit moment. Ouais, c'est clair, ça fait partie des sacrifices, mais en même temps, c'est vrai que quand t'es passionné, tu vois pas les heures passer et au final, même si t'as pas beaucoup de sommeil, le travail s'enchaîne quand même, quoi. Ah bah heureusement, pour avoir fait quelques années à McDo il y a un certain temps, là je peux te dire que les heures tu les voyais passer, alors qu'effectivement en montage t'es à la maison, t'es dans un confort, tu peux, je sais pas, manger un truc pendant que tu taffes, c'est quand même pas les mêmes conditions quoi. Ouais, c'est clair, parce que toi du coup, pour parler un peu plus de toi, t'as une chaîne YouTube donc détaillée sur le montage vidéo, plutôt Adobe en particulier, Premiere Pro. T'as fait beaucoup de tutoriels sur Premiere Pro. T'as d'ailleurs fait même, il y a t'as fait 1 an de vidéos tous les jours, donc 365 vidéos. Ça, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, on en reparlera dans le podcast parce que je sais que t'en avais déjà un peu parlé de comment tu t'organisais, mais ça m'intéresse d'en apprendre plus parce que c'est quand même une sacrée prouesse. Et, avec plaisir. Et j'ai plein de sujets à aborder avec toi, donc pas de souci. Donc ça va être sympa. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton début, comment
tu as commencé vraiment le montage? Je sais que l'histoire est assez sympa. Bon, je sais pas si tu veux partir du début, mais c'était quoi tes premières vidéos? Comment t'as commencé, quoi? Alors, avant de parler juste de vidéos, Ouais. je pense qu'il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est parti d'une rupture amoureuse. Et je pense que c'est important de le notifier parce que ça peut parler à certaines personnes qui soit sont en train de le vivre, soit l'ont vécu et peuvent se dire, voilà, il y a peut-être quelque chose à tirer de ça. Pour moi, c'est important. Suite à cette rupture, grosse baisse de confiance, grosse déprime, pas loin de la dépression même d'ailleurs. Mais assez vite, je me dis, il faut que je me sorte de là. Et très vite, je m'intéresse alors, à l'époque, c'était pas tant en vogue que ça. Je m'intéresse au développement personnel et je deviens très vite très passionné de ça. Avec David Laroche, pour ne citer que lui. Ok. Peu de temps après, au bout de quelques mois, j'ai appris quelques trucs qui m'ont un peu servi et je me dis, ça m'a fait du bien, j'ai envie de le communiquer, j'ai envie de le dire à des personnes, mais pas juste à mon entourage proche, j'ai envie de mettre ça sur YouTube et de partager mes petits conseils comme ça. Et c'est né comme ça, en fait, c'est né d'une douleur à laquelle j'ai cherché une solution et cette solution m'a amené à faire des vidéos. Donc les premières vidéos, ça n'avait rien à voir avec le montage, puisque je débutais à peine, c'était vraiment du développement personnel. Voilà. Ok. La genèse, c'est vraiment ça, quoi. Ok. Ok, ouais, mais surtout qu'à l'époque, parce que je crois que c'était en 2017, c'est ça que tu as commencé les vidéos? Exactement. Ouais. En 2017, le dev perso, ça avait un peu une mauvaise image et quand tu faisais, quand tu faisais du dev perso, t'étais un peu le mec chelou, quoi. Si je me souviens bien. À l'époque, peut-être, mais alors aujourd'hui, si tu parles de développement personnel, t'es vraiment le cliché de l'entrepreneur numéro 1, quoi, je pense. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Ce qui est malheureux d'ailleurs, parce que le développement personnel, ça apporte énormément de bonnes choses dans la vie et je suis le premier à le clamer haut et fort. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a eu cette mauvaise image avec tous ceux qui ont profité un peu de cette brèche du dev perso, puisqu'il y a quand même eu des sacrées conneries, je pense aussi avec le dev perso. Mais c'est vrai que du coup, le mot est un peu banni alors que le mot est juste magnifique, quoi. C'est juste se développer. En soi, c'est ce que tout le monde fait à son échelle et sur différents domaines, quoi. Mais ok, donc t'as commencé. Ouais, dis-moi. Oui, parce que j'allais dire au même titre que méditer ou entreprendre, aujourd'hui c'est des mots qui sont très connotés parce qu'il y a des gens qui les ont utilisés un peu n'importe comment, qui ont fait des arnaques autour de ça, etc. Donc c'est des mots qui sont effectivement très beaux à la base, justement de prendre du temps soit pour soi, soit de créer des choses, vraiment s'investir soi-même. C'est dommage d'en faire quelque chose d'aussi mauvais dans l'inconscient collectif, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est des mots comme ça, quand tu les prononces tout de suite, on peut te regarder bizarre. Et donc toi, tu vas commencer à faire des vidéos sur le dev perso. Donc c'est comme ça en fait que tu apprends le montage, c'est en faisant des vidéos pour toi principalement? Alors pas tant pour moi, mais surtout pour les autres, parce que alors ça, on va dire, ça a été un peu le point commun entre le développement personnel et les tutos, c'est-à-dire que les vidéos, je les faisais pour transmettre quelque chose. Je les faisais pas pour moi, puisque techniquement, alors sans prétention, surtout au tout début, les connaissances, je les avais déjà, entre guillemets. Donc, je voulais les transmettre, je voulais vraiment faire cette passation de savoir, si on veut. Non, quand je dis pour toi, c'était plus en mode pour tes vidéos, tu vois, tu montais pas pour quelqu'un d'autre, c'était directement... Ah oui. Ah non, alors vu le niveau que j'avais, non, j'aurais jamais pu monter pour qui que ce soit. Mais même pour te dire, à l'époque, je montais pas sur Premiere Pro, pas du tout. Je montais sur un logiciel tout pourri qui s'appelait Vidéopad. Peut-être que des gens connaîtront. Mais c'était vraiment... Alors, c'était un logiciel gratuit. Mais pour les souvenirs que j'en ai, c'est que ça ramait. J'avais un PC qui était pas top à l'époque en plus, mais surtout c'était pauvre en fonctionnalité et le moindre clic, la moindre modification, ça prenait 1000 ans, fallait attendre que ça se mette à jour, que ça se mette en place, c'était laisse tomber. Un enfer. Ok. Ouais. Ok. Et donc t'as appris comment tu touchais un peu au logiciel, c'était tuto sur YouTube ou j'ai pas le souvenir d'avoir regardé des tutos sur ce logiciel-là en particulier. Alors
Premiere Pro dont on parlera après, oui. Ouais. Mais sur ce logiciel-là, non, je crois que j'ai juste fait un peu mes armes en regardant, en bidouillant 2-3 trucs parce que j'aime bien apprendre tout seul avant d'aller me renseigner sur des choses plus complexes. J'aime bien bidouiller un peu. Alors parfois ça marche pas, mais au moins pour comprendre. J'ai pas envie d'être guidé tout le temps. J'ai envie de savoir un peu comment les choses fonctionnent. Ok. Parce que du coup, ce montage, t'as monté longtemps dessus avant de passer sur Premiere Pro? Combien j'ai monté de vidéos? Je saurais pas te donner un nombre, mais je sais que je suis resté 1 an et demi dessus. Ah ouais, quand même. Donc de août, enfin un peu moins, même un peu avant, à peu près fin juin, début juillet 2017, jusqu'à peu de temps avant Halloween 2018. Parce que ma première vidéo que j'avais montée sur Premiere Pro, c'était une vidéo de gaming. Parce que j'ai fait une vidéo de gaming dans toute ma carrière YouTube, si on peut appeler ça une carrière. J'ai fait une seule vidéo et c'est la première que j'avais montée sur Premiere Pro. D'accord. Ah ouais, t'as tenu 1 an quand même. T'as tenu 1 an. Ouais, mais parce que je pense que je voulais pas passer sur Premiere Pro parce que dès ça te que faisait peur. Bah en fait, exactement. Comme beaucoup de gens, je pense aujourd'hui. Et pareil, quand j'ai lancé pour la première fois After Effects, j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est un logiciel, ça? Ouais. C'est fait pour faire décoller des fusées, ce truc-là, c'est pas possible. Ouais, de ouf. Donc, non, j'ai mis un petit temps, ouais. Ok. Donc après, tu te mets à Premiere Pro et je crois, si j'ai bien compris, après les vidéos dev perso, t'as commencé à essayer de partir dans la niche plutôt du divertissement, c'est ça? Ouais, alors je sais pas si on peut appeler ça une niche parce que c'est quand même le plus populaire niche, sur YouTube. Oui, non. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, bah j'ai essayé de faire ça, on va dire, mais à ma sauce, au même titre que chaque YouTuber peut sur un même concept apporter une variante de sa personnalité qui va faire que le contenu est plus ou moins bien. Mais ouais, j'ai essayé ça parce que je voulais me faire des trucs un peu plus marrants, je voulais me faire kiffer un peu aussi au niveau du montage parce que le développement personnel, niveau montage, en tout cas de mon côté, c'était pas très très varié. Donc là, j'ai pu m'amuser un petit peu, j'ai pu connaître un petit peu plus les codes du montage à ce moment-là, sans que ce soit non plus un truc de fou. Mais non, j'en garde un bon souvenir de ça. Alors, je regarde, ça peut paraître bête, mais de temps en temps, je regarde les anciennes vidéos là-dessus. Bon, j'ai envie de mourir en me regardant faire ça, mais il y a une part de nostalgie qui me dit c'était pas si mal. Ouais. Ça a été formateur, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Et donc, après, du coup, de ce contenu divertissement, t'as décidé plutôt de transmettre tes connaissances sur le montage, du coup. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au moment où je sors le premier tuto, c'est pas que de l'improvisation dans le sens où ce que je raconte dans la vidéo, c'est improvisé, mais le moment où je passe du divertissement à je vais faire des tutos, c'est juste, tiens, maintenant je vais faire ça. Il n'y a pas de raison particulière, il n'y a pas de motivation plus que ça, c'est juste que je me dis, pourquoi pas toujours dans ce concept de comment dire, de passer, de faire la passation de savoir, mais je me dis, peut-être que le montage, ça peut mieux marcher en termes de... Alors, c'est encore une fois, c'est bête dit comme ça, mais ça peut mieux marcher en termes de vues. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et on va dire un petit peu tout. Donc, voilà, l'intérêt de passer le savoir, l'intérêt pour moi de développer aussi mes compétences, parce que faire des tutos, ça m'a énormément formé moi-même. On ne retient jamais mieux quelque chose que quand on le transmet à quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai toujours mis en avant aussi. Et effectivement, ce côté statistique qui est toujours plaisant, même s'il est un peu tabou parfois. Mais voilà, c'est une transition assez floue. Et même, j'ai pour souvenir que le nom New School Studio, c'est un pur hasard que j'ai pris ce truc-là, dans le sens où je cherchais plein de trucs, mais qui n'étaient pas disponibles. Et d'un coup, je me suis dit, tiens, je dois apprendre quelque chose dans le tuto. J'ai envie d'amener quelque chose de nouveau. Nouvelle école studio, New School Studio, parce qu'en anglais, ça sonne mieux. Et c'est parti de là, quoi. Ok, d'accord. Oui, parce qu'en soi, quand on regarde d'un point de vue extérieur, t'étais dans le divertissement. Si tu veux faire plus de vues, c'est pas forcément stratégique d'aller dans le montage, quoi. Mais oui. Si on voit comme ça. Alors, enfin, oui, mais ça dépend, on va dire, dans le stade où j'étais. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant que la chaîne commence à monter grâce au tuto, j'avais un peu moins de 300 abonnés. J'avais stagné à quelques centaines d'abonnés pendant combien de temps? Pendant 2 ans, je crois. 2 ans et demi, un truc comme ça. Et en fait, du moment où je me suis mis à faire des tutos, en fait, il y a une association qui s'est faite très simplement. C'est que
on a besoin de tutos, donc on pense à ma chaîne, c'est les tutos. Tu vois, il y a une association comme ça qui se fait assez naturellement. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à monter un peu là où je suis, en tout cas. Ouais, parce que en plus, les tutos, du coup, c'était un truc où tu savais que tu étais compétent. Et peut-être que du coup, tu étais aussi plus confiant, toi, dans tes vidéos pour apporter des trucs et peut-être plus régulier aussi. Et peut-être pas à l'époque. Peut-être pas à l'époque, parce qu'au bout de 5 tutos, j'ai fait une pause de 8 mois. Alors, pour des raisons, pour des raisons X ou Y, mais il y avait un déménagement, il y avait une relation compliquée et compagnie. Je te passe les détails, mais voilà, il y a eu une pause de 8 mois. Alors, une fois que j'ai repris, par contre, je me suis quasiment jamais arrêté, à part là, où j'ai fait effectivement une pause d'1 mois parce que je m'étais pas reposé de 2023. On en reparlera après. Mais au début, quand je revois les premiers tutos et quand je vois ce que je fais maintenant, il y a quand même une aisance, il y a quand même une capacité de pédagogie qui s'est beaucoup plus installée, parce que au début, ça allait, les tutos allaient très vite, le son était mal géré, les explications étaient parfois un peu bancales, enfin pas bancales, mais un peu floues. Donc il y a eu aussi un gros travail là-dessus, mais qui est normal, hein. Quand tu pratiques quelque chose pendant 4 ans, forcément tu t'améliores. Jusque-là, il n'y a pas de secret. Ouais, c'est vrai que maintenant tes vidéos, ce qui est bien, c'est vraiment, c'est tellement clair. Genre, franchement, là-dessus, j'ai pas envie de trop de saucer, tu vois, mais Écoute, moi, vas-y, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais je veux pas faire de la démagogie, mais disons que c'est vrai que quand on arrive sur une de tes vidéos, le titre est assez clair, t'arrives, tu pars, tu sais faire l'effet, quoi. C'est vraiment très bien fait. Et toi, je crois que c'est une vidéo surtout qui t'a fait péter, non? C'est pas la freeze frame qui avait bien marché, non? Pas que. Alors, okay. ça fait partie des quelques vidéos qui sont toujours... Alors, cette vidéo-là, typiquement, elle a toujours en tête de liste dans la chaîne YouTube. Okay. Mais alors, effectivement, il y a eu cette vidéo-là qui, à un moment donné, en 1 mois, m'a fait prendre 10 000 abonnés. Je sais plus combien j'en avais à l'époque. Je crois que j'en avais 20 000. Donc, forcément, ça a fait un bon gain là-dessus. Okay. Mais effectivement, il y a eu d'autres vidéos comme... T'étais déjà à 20 000, ouais, à ce moment-là. Oui, c'est ça, ça. Mais il y a eu aussi le tuto Combini que j'ai pu faire, qui avait bien marché à l'époque, ou d'autres vidéos, style... la première qui avait bien marché, c'était 7 animations de texte. Rien d'extraordinaire, rien de grandiose dans la vidéo en elle-même, mais cette vidéo-là a bien marché, puis ça fait partie des vidéos qui sont toujours dans la tête de liste. Ok, voilà. Puisque maintenant, actuellement, t'as 50 000 abonnés, c'est ça ? 53 et des poussières, ouais, je crois, un truc comme ça. 53 et des poussières. Et t'avais combien en début 2023 ? Enfin, avant que tu commences, c'était une vidéo par jour. Je sais pas si tu te souviens. Je sais que j'ai passé les 40 000 durant l'année, à peu près à la moitié de l'année 2023, donc je devais être à, je vais dire un truc un peu large, mais je devais être à 35, un truc comme ça. Je coupe l'apport en deux. Je devais être à 35 000 à peu près. Ok. Et toi, cette année de tuto quotidien, t'en retires, enfin, t'es content de l'avoir fait, t'en retires beaucoup de choses positives ou t'en retires de la fatigue? Qu'est-ce que t'as appris, quoi? Il y a un peu de tout. Alors, avant tout, je suis très content, même si je crois que c'était dans la dernière vidéo de l'année, justement, où j'avais fait un point là-dessus, où j'avais un peu débriefé, j'avais dit que c'est pas une idée de moi à la base, mais une idée de mon associé qui m'avait dit, voilà, est-ce que ce serait intéressant de faire ça, et que j'avais refusé l'idée, mais d'emblée, j'ai même pas cherché à comprendre. Après, je suis beaucoup comme ça à refuser dès le début et ensuite à réfléchir pour revenir dessus. Ok. Mais alors oui, au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai pas le temps déjà de faire mes trucs. Je passe ma vie à bosser. Qu'est-ce que tu vas me coller ça en plus dans les pattes ? Bon, au final, aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait pour une bonne et simple raison, c'est que ça me fait une bibliothèque de tutos qui est absolument énormissime, et ce qui, pour parler un peu revenus, stabilise beaucoup plus les revenus aujourd'hui que par rapport à avant, où ça dépendait vraiment de chaque vidéo que je sortais chaque semaine, quoi. Ok. Donc ça, déjà, je suis très content là-dessus, et puis même ça fait que j'ai pu aborder plein de sujets, et quand on cherche un sujet sur Premiere Pro, très souvent on tombe sur ma tronche, donc c'est cool aussi quelque part. Ouais. Mais après, niveau fatigue, là en fait j'ai fait 1 mois de pause pour récupérer
de ça, parce que j'avais pas pris le temps de me reposer à la fin de l'année, parce que j'ai dû reprendre un petit boulot à côté, Franprix, typiquement. Okay. Ça, je suis pas censé le dire parce que je dois en parler dans la vidéo des 50 000 qui est pas encore sortie, qu'il faut que je termine. Mais voilà, donc j'ai le boulot, les vidéos et beaucoup de choses à côté. J'ai pas eu le temps de me reposer, donc là, j'ai dui prendre aussi une pause pour ça, quoi. Ok, parce que toi, de ton côté, t'as déjà fait du montage en freelance ou tu t'as juste monté pour toi, pour tes tutos et tout? J'ai déjà fait j'ai déjà fait des vidéos pour des clients. J'ai déjà fait, on a même fait une campagne politique, alors à petite échelle pour une députée dans le Var, parce que moi je suis à Toulon. D'accord. Je sais pas si t'avais t'avais vu ça. Mais voilà, on avait fait ça, puis plein des pubs, soit on est en motion design, qui était essentiellement, on avait beaucoup fait ça, mais pour notre propre com à nous. Ok. Mais sinon, voilà, oui, des petites pubs comme à gauche, à droite, mais sinon, la grosse partie du montage, c'était effectivement pour la chaîne YouTube principalement, ou pour les formations aussi. D'accord. Ça. Ok, parce que du coup, tu me disais que tu as dû reprendre un petit boulot. C'était quoi, l'année 2023 ou C'était à la toute fin, c'était début décembre, le 4 décembre. Ok, parce que t'avais pas assez de revenus avec ta chaîne YouTube et tes programmes. C'est particulier. Alors, pour te refaire un peu l'historique, jusqu'alors, parce qu'aujourd'hui je ne le suis plus, j'étais dans dans ma société que j'avais fondée avec mon associé justement. Ok. Société que j'ai quittée. Sauf que quand tu es en société, t'as beaucoup de frais qui s'appliquent à la société en elle-même, juste la gestion, et pour pouvoir se verser un salaire, il faut aussi générer pas mal de sous, ce qui était donc très compliqué. Et comme en fait on était aussi sur d'autres projets en même temps, on pouvait pas se permettre et d'avoir un petit boulot, et de faire ces projets-là, et de démarcher des clients, et de gérer la com et l'administratif et compagnie. Donc c'était impossible à gérer comme ça. Ok. Donc comme je m'étais mis au chômage pour 6 mois, depuis c'était fin juin ou début juillet de 2023, je m'étais mis au chômage, et sauf que le chômage arrivait à son terme, et donc j'ai dû reprendre un petit boulot. Mais là, typiquement, le Franprix, je suis censé le quitter le 30 juin, ce sera mon dernier jour. Le but, c'est de me remettre au chômage le temps de pouvoir vivre enfin de mes projets, sauf que là, je suis plus dans ma société, je suis à nouveau en auto-entrepreneur, donc en micro-entrepreneur, pardon. Ouais. Donc là, ce sera plus simple. Ouais, c'est sûr. T'as moins d'impôts, moins de galères pour sortir l'argent et tout. Puis j'aurai plus de temps surtout parce que le Franprix, même si ça me permet de vivre techniquement aujourd'hui, le fait est que c'est un temps perdu monumental. Et pour aussi répondre à la question, non, le YouTube ne suffisait pas et ne suffit toujours pas d'ailleurs à vivre pleinement de ça, parce que je gagne en moyenne, on va dire, dans les 400 € par mois avec YouTube, ce qui est déjà très très bien, mais ce qui n'est pour le coup pas assez pour des raisons évidentes. Ouais, non, c'est sûr. Et tu t'as jamais voulu essayer de faire du montage, enfin de refaire du montage freelance du coup avec des clients ou avec des youtubeurs pour faire que du montage plutôt que d'aller bosser au Franprix, ou c'est... Alors, c'est prévu. On va dire que là, je suis dans une période où je me prépare à revenir en indépendant. Ok. Là, j'ai eu typiquement ma pause d'1 mois, donc il faut que je reprépare du contenu, ce genre de choses. Mais effectivement, j'ai fait toutes les démarches administratives pour me créer une adresse mail pro, pour pouvoir démarcher des clients. Alors, peut-être pas faire du montage pour des youtubeurs, parce que j'ai pas envie d'être le monteur d'eux. D'accord. Ça m'intéresse pas d'être le monteur de quelqu'un. Mais effectivement, démarcher des clients, ça c'est beaucoup mieux, parce que en fait, il y a un truc très simple à comprendre avec moi, c'est que ma valeur fondamentale de vie, ce sur quoi je vais toujours aller, c'est la liberté. Peu importe son angle, peu importe la position. Typiquement, dans le côté professionnel, pour moi, bosser pour quelqu'un, ça fait que j'aurai toujours un patron, même si c'était en montage. Et ça m'intéresse pas. J'ai envie... Alors, cette fameuse phrase, j'ai envie d'être mon propre patron. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ok. Ah oui, donc t'as pas envie de devenir le monteur d'eux et de... Ok. Non. Ouais, je vois très bien. Et on peut peut-être parler un petit peu de
comment t'as fait pour t'organiser du coup dans cette année. Comment tu t'es débrouillé pour avoir le temps, l'organisation, la créativité, enfin les idées pour faire autant de tutoriels? Alors déjà, je vais pas te mentir, sur la fin de l'année, j'ai quand même pas mal ramé pour trouver des idées un peu sympas. Ouais. Mais sinon, globalement, durant l'année, alors avant de commencer, j'ai fait une liste longue comme un bras de toutes les petites idées que je pouvais traiter en vidéo, parce que l'avantage de faire une vidéo par jour, c'est que je suis pas obligé de traiter un gros sujet. Je suis pas obligé de rentrer à fond dans les détails, de faire... alors même s'il y a eu des tutos consistants durant cette année-là, mais le gros des vidéos, c'était effectivement des petites techniques, des petites animations, des effets de colorimétrie, ce genre de choses. Donc forcément, on va dire, ça te donne un panel de possibilités qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand. Donc j'ai tout listé effectivement avec chaque jour, je sors telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo. Sachant qu'au début de l'année aussi, il y avait un planning. Le lundi, c'était Premiere Pro, le mardi, c'était After Effects, le vendredi, c'était colorimétrie ou animation de texte, un truc comme ça. Ok. Bon, sauf que j'ai abandonné ce truc-là assez rapidement parce que j'arrivais pas... Ouais. En fait, j'avais pas envie de m'imposer un truc non plus, donc je jonglais un petit peu avec ce que j'avais sous la main. Après, pour ce qui est des idées en elles-mêmes, où est-ce que je les trouvais, c'était principalement une grosse partie de connaissances purement personnelles, ou parfois de retraiter des vieux tutos qui avaient peut-être besoin d'une petite mise à jour ou qui manquaient de détails, ce genre de choses. Et parfois, de temps en temps, j'allais regarder ce qui se faisait à côté dans les vidéos, dans les tendances YouTube, etc. De me dire peut-être que dans le dernier clip de machin, il y a un effet intéressant. Dans la dernière vidéo de Bidule, il y a un effet que je peux reprendre. Ça a été fait pour pas mal de youtubeurs, Amixem, Mastus, Squeezie, etc. Mais voilà, j'ai pioché. Je me suis autorisé à piocher un peu à côté aussi pour amener, on va dire, quelque chose de différent. Ouais. Après, piocher à côté du moment que, de toute façon, tu vas toujours amener ta patte en faisant la vidéo. Donc, oui, et puis c'est même pas reprendre un concept, c'est juste, voilà, il y a typiquement le générique de Squeezie qui est rose et bleu, enfin qui est bicolore. J'avais repris ça, j'avais expliqué comment faire une animation similaire qui n'est ça, c'est pas exactement le même, mais pour le reproduire de manière assez simple. Voilà, j'ai pas plagié quoi que ce soit, j'ai pas copié, j'ai pas volé non plus le générique, j'ai juste expliqué comment recréer un visuel similaire. Donc il y a une démarche assez éthique derrière quand même. Oui. C'est important. Ouais, et puis je sais pas, toi, t'es partisan de quoi pour apprendre le montage, mais moi je sais que j'ai appris le montage en allant copier des mecs et en reproduisant exactement l'effet de mon côté pour après moi l'intégrer dans mes vidéos ou des choses comme ça et après l'utiliser d'une manière différente, mais à la base de la base, enfin personnellement moi j'ai quasiment tout appris juste en copiant quoi. Je sais pas toi, comment tu te débrouilles pour apprendre de nouveaux effets? Est-ce que ça va venir de toi? Est-ce que tu vas être inspiré par quelque chose que tu vas voir? Est-ce que c'est en bidouillant et en tryhardant Premiere Pro que tu vas te dire « Ah, si je mets ça comme ça pourrait être sympa » ? Y a un peu de tout ça. Alors, au même titre que ce que je t'ai dit au début, comme quoi j'aime bien apprendre tout seul, j'aime beaucoup effectivement bidouiller, rechercher. Il y a des effets que j'ai découverts tout seul, juste en me disant, tiens, si je combine tel truc et tel truc, qu'est-ce que ça fait? Et c'est un sentiment assez agréable de se dire, tiens, j'ai trouvé un truc, c'est cool, et je suis pas allé le piocher ailleurs. Mais pour le tout début, je sais pas si tu connais la chaîne Cinécom. Ah oui. Voilà. Ouais. Alors Cinécom, moi, c'est mes mentors de base. C'est avec eux que j'ai appris. Alors forcément, la chaîne est en anglais, même si l'entreprise est basée en Belgique. J'ai tout appris avec eux, et particulièrement avec un protagoniste qui était dedans à l'époque. Alors je dis à l'époque, tu vas comprendre pourquoi après. Jordi. Qui est Jordi, en fait, et qui a vraiment été la figure paternelle, entre grosses guillemets, du montage pour moi. Au début, on va dire, j'ai bouffé énormément de tutos à en regarder en boucle, sans forcément appliquer, ce qui n'est pas toujours la bonne méthode. Je le reconnais que là-dessus, j'ai peut-être perdu du temps. Mais en fait, je m'imprégnais surtout du vocabulaire, des effets, et juste, en fait, pour après, regarder un tuto
et me dire, ok, ça je connais, ça je comprends, tel effet ça va faire tel résultat, etc. Ok. Donc c'était aussi une autre forme d'approche. Mais du coup, je dis que il y était à l'époque parce qu'il y a quelques mois maintenant, il a annoncé, et je crois pas que la chaîne ait reposté de vidéo depuis, il a annoncé, donc ce mec-là, qu'il arrêtait les tutos. Et pour moi, il y a une forme de passation qui est très symbolique, que j'aime beaucoup, qui est de dire, lui, il arrête. Moi, je me suis formé avec lui, mais moi, je continue, donc je passe un peu ça, je fais vivre un peu ce truc-là au travers de mes vidéos. Donc, peut-être ça arrivera aussi pour moi un jour. Je sais pas, peut-être qu'un jour, quelqu'un va se mettre à faire des tutos parce que je lui aurais appris, et qu'un jour, je vais arrêter, et que cette personne-là continuera. Donc, ce serait beau, on va dire, comme lignée, quoi. Ok, ouais, d'accord. Donc, ouais, t'as tout appris avec lui et maintenant, tu t'occupes de perdurer les tutos maintenant en France. Mais je savais pas qu'ils étaient... Donc, eux, ils sont belges de base? Ils sont pas belges, mais ils sont en Belgique. Après, je crois qu'ils sont anglais, il me semble, mais ouais, ils sont en Belgique. Mais ça m'a surpris aussi de me dire, parce que je pensais pas, je pensais qu'ils seraient ailleurs, mais ils avaient même subi un vol. Des gens étaient rentrés par effraction dans leur local, avaient volé tout un tas de matos, dont des caméras RED. Ouf. Je te laisse imaginer. Ouais, voilà, quand tu sais ce que c'est, tu dis, ouais. Ah, ça fait mal. Ouais, t'es ouf. Ah ouais, ok. Ah mince. D'accord, donc toi, tu as commencé avec Cinécom. Et comment tu... Pendant 2 ans, à peu près. Ok. Et comment tu t'organisais, si on revient aux 1 vidéo par jour, carrément même dans ta journée, est-ce que tu avais un planning précis de je me levais à telle heure je tournais, à telle heure je montais? Est-ce que tu étais en flux tendu? Comment t'organisais tout ça? Alors... quand j'ai passé la première moitié de l'année, j'étais au Franprix, on va dire que je m'organisais un peu comme je pouvais. C'est-à-dire que soit j'étais au Franprix le matin et je faisais le tuto le soir, soit j'étais au Franprix le soir et donc j'étais obligé de le faire soit la veille, soit le matin même, donc je devais me lever tôt, etc. Donc il y avait une organisation un peu fluctuante qui n'était pas forcément la plus confortable, mais je devais faire comme ça, puis j'avais pas trop le choix. Par contre, une fois que je suis revenu en indépendant, enfin que je me suis remis au chômage, si je dis pas de bêtises, je crois que je faisais principalement les tutos le soir. Tout du moins, je voulais les faire principalement les tutos le soir. Et très souvent, je me disais, j'ai carrément la flemme, je le ferai le lendemain matin. Et le lendemain, quand je devais me lever pour faire ça, je tirais une gueule pas possible. Donc il y avait aussi... il y a un moment donné où j'y prenais quand même pas beaucoup de plaisir. Ouais. Parce qu'il y avait ce truc-là, justement, de le faire tous les jours, qui était assez fatigant. Mais je me souviens par contre que sur la fin, pour les dernières vidéos, un dimanche, alors que j'avais déjà repris d'ailleurs le Franprix, un dimanche, je me suis motivé, j'ai fait ça toute la journée, j'ai fait 12 vidéos en une journée, et donc ça a pu m'avancer sur la fin du challenge. Mais sinon, oui, globalement, c'était quasiment au jour le jour que je faisais la vidéo, quoi. D'accord. Ce qui n'était pas forcément le mieux d'ailleurs. Ouais. Avec du recul, tu penses que ça aurait été quoi la meilleure stratégie pour organiser ça? Je pense que ça aurait été de dédier une journée entière à ça et de faire les 7 vidéos de la semaine. Parce que ça me prenait pas tant de temps que ça. Enfin, ça m'aurait pris une bonne partie de la journée, mais pas toute la journée non plus. Donc, si je devais le refaire, ce que je ne pense pas refaire, mais si je devais le refaire, je ferais probablement comme ça, sachant que si je devais le refaire, je serais probablement à mon compte, donc j'aurais plus de temps et ce serait moins compliqué. Ouais, c'est sûr. Tu penses en une journée, tu pouvais réaliser les 7 tutos tournés et montés dans la même journée? Ah oui, okay. Bien sûr. Bah, c'est comme je t'ai dit, le dimanche, le dernier dimanche où j'ai fait les dernières vidéos, j'en ai fait tournage et montage compris et export compris, j'en ai fait 12. Donc oui. Oh, les 7 en soi, à ce niveau-là, c'est une formalité, quoi. C'est clair. Les 12, tu les as faites avec combien de café pour être précis? Parce que... pas tant que ça, je devais être à 3. Allez, okay. Pas plus. Ça va. Je suis pas un grand consommateur de café. J'en bois, mais je suis pas un malade. C'est raisonnable. Ouais. Ok. Bah maintenant, on va peut-être aborder les vidéos toi que t'as fait. C'est laquelle dont t'es le plus fier? Ou quand tu l'avais fini, t'as ce truc de fierté, quoi.
Dans les tutos ou toutes vidéos confondues? Dans toutes les vidéos que tu as faites de ta carrière de monteur. C'est compliqué comme question parce que les tutos, c'est là où je me suis le plus développé en termes créatifs, sauf que le développement personnel ou même le divertissement, c'est là où il y a le plus de nostalgie parce que il faut savoir, je suis quelqu'un qui a un rapport au temps très fort, très particulier. J'accorde une attention très très poussée à la symbolique des choses, au temps qui passe, aux souvenirs, à la nostalgie. Je suis quelqu'un de très porté là-dessus. Donc, il y a peut-être le côté émotionnel qui va prendre le dessus, mais je pense que c'est juste une vidéo que j'avais faite, qui aujourd'hui n'est pas franchement top et puis inaccessible parce que tout ce qui date d'avant New School Studio, je l'avais mis en privé. Mais je pense que c'était quand j'avais fait juste une balade dans Toulon. Je venais juste d'avoir mon stabilisateur et j'avais fait des petits plans. J'avais pris toute une journée pour faire ça. Et j'avais mis une musique que j'aimais beaucoup à l'époque. Ça n'avait rien d'extraordinaire, mais juste, c'est plus le moment qui m'a marqué, le tournage, le plaisir que j'avais eu à faire ça. Ok. J'avais eu beaucoup de plaisir à me balader, à prendre mon temps, à pas avoir de pression d'avoir une image entre guillemets d'expert dans son domaine. D'avoir quitté le domicile parental parce à ce moment-là j'étais chez mes parents. Il y avait une forme d'innocence, une forme de liberté peut-être qui me manque, peut-être. Ok. Et ouais, donc à ce moment-là, c'était il y a longtemps ça. C'était en quelle année? C'était je crois que c'était un été. Je sais plus si c'était 2017 ou 2018. Probablement 2018. Ok. Ouais. Ok, ah oui, donc ça fait un peu de temps. Mais j'étais pas encore sur Premiere Pro d'ailleurs, il me semble. Il me semble pas. Ok. Parce que tu as fait directement la transition de ton ancien logiciel à Premiere Pro ou t'es passé par un autre logiciel? Non, j'ai fait la transition directement. En fait, je me suis dit à un moment donné, il me manque des fonctionnalités. J'aimerais faire plus, mais le logiciel n'est pas optimisé pour ça. Enfin, il n'est pas optimisé en performance puis en termes de fonctionnalité. Donc, je me suis dit effectivement, je vais passer sur autre chose. Et puis, comme Premiere Pro, c'est le plus populaire, que je l'ai toujours vu passer, même avant de faire du montage. Je me suis dit, je vais aller là-dessus, ce sera très bien. Puis, je sais qu'il y aura des tutos, effectivement. Ok. Tu m'as parlé un petit peu de ton rapport au temps. Je sais que ça, c'est un truc dont tu avais parlé aussi dans une de tes vidéos. Et ça m'intéresse d'en savoir plus, même si on décale un peu du montage, mais c'est l'objectif du podcast, c'est juste de parler avec l'invité, quoi, aussi. Donc, franchement, ça m'intéresse d'en savoir. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus ce rapport que tu as, la nostalgie ou les choses comme ça? Pour moi, il y a... si on me posait la question quel est ton rapport au temps, je pourrais le résumer en une phrase simple qui est « Il me fascine autant qu'il me terrifie ». Je pense d'ailleurs même que c'est... j'allais dire c'est peut-être le passé qui me terrifie. Non, pas tant que ça. En fait, j'ai cette peur du temps qui passe, de ne pas pouvoir revivre des instants précieux, de voir des gens partir, ou même dans le futur de voir un chemin qui est assez long à parcourir et d'avoir l'impression que c'est inatteignable ou d'être bloqué dans une situation pendant très très longtemps. Et de l'autre côté, justement, prendre le temps, savoir profiter des choses simples, justement se rappeler de souvenirs quand tout va mal pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Alors, ça peut paraître un peu bateau, mais quand on a vraiment une éducation, un entraînement personnel vis-à-vis de tout ça, j'ai vraiment cette capacité à décupler ce que je peux ressentir. Et non, c'est assez particulier à expliquer. Alors, il y a aussi la passion pour l'horlogerie qui joue beaucoup là-dessus. Mais non, cette notion de se voir vieillir, de voir des gens partir, tout ça, c'est cette notion d'évolution, cette notion de chemin. Je pense que c'est surtout ça, c'est le parcours de regarder par où on est passé, de voir qui on est devenu et de s'imaginer plus tard ce qu'on deviendra en passant par d'autres épreuves. Il y a tout un chemin, mais qui est assez complexe à expliquer comme ça, de prime abord. Oui, c'est pas évident, surtout que je suppose que ce raisonnement, tu te l'es fait basé sur toi des intuitions émotionnelles que tu avais, et donc après le réexpliquer derrière sans pouvoir forcément expliquer l'émotion, c'est pas forcément évident. Et est-ce que c'est
ta passion pour l'horlogerie qui t'a fait te poser des questions pour le temps, ou tes questionnements sur le temps qui t'ont dirigé vers l'horlogerie? Alors non, c'est effectivement mon rapport au temps qui m'a amené vers l'horlogerie, parce que l'horlogerie, j'y porte un vrai intérêt depuis début 2020, à peu près, je crois, Ok. avec la chaîne Franck Sensé. Je ne sais pas si tu connais. Ah Mais oui. voilà, c'est lui qui m'a donné le virus horloger, comme il dit. Mais non, ce truc-là de rapport au temps, je ne sais pas quand est-ce que ça a réellement commencé, pour être tout à fait honnête. Mais je sais que ça fait très très longtemps que c'est ancré profondément en moi, et donc j'ai même en fait j'ai ce rapport un peu pour tout. Je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'habite à Toulon. Je n'ai qu'une envie, c'est de partir de cette ville, parce que je ne peux pas avancer dans ma vie en arpentant les rues de mon passé. C'est une citation que j'aime bien, mais c'est un peu l'idée, c'est que je ne peux pas aller de l'avant dans mes souvenirs. Donc j'ai toujours cherché ce truc-là, à m'éloigner de ce que j'ai vécu, à m'éloigner de mon passé pour aller vers autre chose. Et je vais même te dire mieux que ça. Alors, c'est bizarre de parler de ça maintenant, mais je pense que quand je passerai l'arme à gauche, je demanderai à mes enfants, à mes petits-enfants, si c'est possible, et je ferai en sorte de mettre des sous de côté pour ça, d'envoyer mes cendres dans l'espace. Parce que quoi de mieux comme point d'orgue que la personne qui a toujours vécu en cherchant à s'éloigner de son passé, son dernier voyage, c'est de s'éloigner de la maison qu'il a toujours vécu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Alors, il y a une forme de personnage derrière, il y a peut-être un peu de ça, mais c'est un truc qui me tient à cœur. Ouais. Non, mais je comprends. Mais c'est vrai que le fait de se poser des questions comme ça sur soi, bah, c'est peut-être venu avec le développement personnel, non? Où tu as peut-être commencé à plus d'introspection et à te rendre compte de plus de choses? Ou... Ça a dû amplifier, je pense, oui. Mais il devait y avoir quand même quelque chose de ça à la base, je pense. Je saurais pas te dire d'où c'est né de ce truc-là, et je pense que j'ai pas forcément envie de le savoir. Tu sais, des fois il y a des choses comme ça qui sont pas forcément explicables. On n'a pas un souvenir précis, une date précise, et je pense que c'est mieux comme ça, d'avoir un flou et de se dire que c'est juste une transition, ce qui est d'ailleurs probablement ça d'ailleurs, hein, qui est une transition où la chose s'est installée tranquillement. Ouais. Je pense que c'est mieux de pas forcément tout intellectualiser quand ça touche aux émotions. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que, tout à l'heure, on parlait de ton rapport au travail, du fait que tu étais un gros bosseur, que tu n'hésitais pas à mettre les heures et tout. Et est-ce que tu penses que ça, c'est lié justement au fait à ce rapport à la nostalgie, et un peu pour justement faire passer le temps, ou pour ne pas tomber dans la nostalgie, tu vas te forcer, entre guillemets, à travailler pour être dans le moment présent? Et est-ce que tu penses que les deux sont un petit peu liés? Alors, pour le coup, ça peut-être être le cas pour certaines personnes. Pour moi, pas du tout. D'accord. J'ai un très bon rapport avec la nostalgie, même si je sais que parfois ça peut être perçu comme péjoratif. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, même si parfois ça peut me mettre dans des états pas forcément joyeux, de me replonger dans des souvenirs, des trucs comme ça. Mais non, en fait, le boulot, je pense que c'est plus parce que quand j'étais plus petit, il y avait une certaine précarité. Dans ma famille, on avait très très peu d'argent. Puis quand mes parents ont divorcé, pour aller sur les sujets un peu perso, quand mes parents ont divorcé, il y avait eu beaucoup de galères. On avait même dû dormir chez une amie de ma mère parce que c'était très 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 compliqué. Okay. Et je pense que j'ai gardé peut-être ce truc-là de justement, il faut que je travaille parce que mes parents ont galéré, parce qu'ils ont tout donné pour nous, et je dois leur rendre d'une certaine manière. Je dois pas quitte à opérer un point de rupture, parce que toute ma famille est dans la restauration quasiment, quitte à opérer un point de rupture et à faire moi-même mon bout de chemin, il faut pas que je me viande, faut pas que je déconne là-dessus, il faut que ça marche. Donc il y a peut-être justement ce truc-là de pas réussir à se reposer, de beaucoup trop bosser parfois, parce que justement je veux tellement réussir, ça me tient tellement à cœur pour moi et pour mes proches que non, je suis obligé de mettre les bouchées doubles, même si aujourd'hui, même pour moi, c'est un truc que je dis beaucoup. Même si beaucoup de gens me disent que je fais énormément de choses, j'ai toujours l'impression de ne pas suffire. J'ai toujours l'impression que je peux faire plus, ou que je peux faire mieux. Ce qui n'est pas forcément agréable, d'ailleurs. Ok. Ouais, cette insatisfaction constante, quoi.
C'est ça. On va dire la peur de l'artiste Ouais. qui c'est pas la page blanche, mais c'est justement tu as envie que la page elle soit plus longue. Tu as envie de continuer à écrire, même si ça devient indigeste, quoi. Mais Ok. c'est pas forcément sain. Il faut que je trouve un équilibre là-dessus aussi. Ouais, parce que aujourd'hui, t'as ton taf, ton petit taf à Franprix, t'as ta chaîne YouTube, mais avec ta chaîne Mhm. YouTube, du coup, si je me trompe pas, t'as une formation sur la colorimétrie. Je crois que t'as aussi fait des packs d'effets. Ouais. Et t'as aussi des petites formations, non, sur Premiere Pro et After Effects? Alors, c'est particulier encore une fois parce que jusqu'alors j'étais avec la société et techniquement la formation appartient à la société, elle ne m'appartient pas. D'accord. C'est un sujet particulier. Mais pour ce qui est les packs d'effets, les formations, j'ai prévu d'en refaire, ça c'est sûr. Sauf que on va dire que là, comme c'est un peu comme ce que je t'ai dit avant, pour l'instant je prépare la transition déjà, donc le retour à l'indépendance. Une fois que j'aurai du temps, que j'aurai plus le Franprix pour me prendre la tête, je me remettrai à faire de la formation. Et le premier, ce qui est prévu, c'est effectivement de faire une formation d'initiation sur After Effects. Alors, pareil, je le fais en 2 parties comme pour la colorimétrie parce que After Effects, c'est quand même un gros morceau à gérer, quoi. Ouais, il y a de quoi faire. Parce que là, Ouais. ouais, t'as sorti les 2 parties sur la colorimétrie déjà? Non, Non, j'ai ok. pas eu le temps malheureusement parce que la première, je l'ai sortie durant 2023 quand je faisais une vidéo par jour. Donc, une formation, c'était déjà pas mal, même si je voulais la faire pour la fin de l'année, mais ça me mettait trop de pression, donc je l'ai pas fait. Ok. Et comme j'ai dû reprendre Franprix, du coup, j'ai tout simplement pas le temps parce qu'il Ouais. faut que je me concentre sur les vidéos, sur le fait de me recréer un truc pro derrière, de démarcher des clients, etc. Donc, c'est un équilibre à trouver, mais je vois ça sur la durée. Pour moi, j'aimerais que ça sorte courant septembre, cette formation-là. Donc, à partir de janvier, je vais pouvoir bosser dessus à plein temps. Ok. Parce que quand t'avais sorti donc la formation colorimétrie, ça t'avait permis. Bon, après, du coup, non, c'était des sous dans la société. Mais Ouais. ça t'avait permis quand même de gagner un peu de sous. Enfin, ta communauté avait bien répondu à la formation ou ça s'était passé comment le Oui, lancement? Ouais. ça s'était passé infiniment mieux que ce qu'on aurait pu croire. Mon associé, il m'avait dit, si on fait, combien il m'avait dit, si on fait 20 ventes dans le mois, je serais très très content. On a fait 20 ventes ou 30 ventes la première journée. Donc on était beaucoup plus contents que ce qu'on aurait pu croire. Ok. Et oui, les retours ont été absolument formidables. C'est que ce soit dans les commentaires YouTube des gens qui me faisaient des retours là-bas, soit des gens qui me faisaient des retours directement sur la plateforme. Oui, quasiment tout le monde, enfin même tout le monde a été très très content. Ça a été très bien accueilli. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en refaire des formations parce que les tutos c'est bien, mais avoir un vrai parcours pédagogique, je préfère le terme parcours pédagogique que formation, c'est peut-être un peu moins connoté, Ouais. puis ça sort de l'habituel. Donc ce côté parcours pédagogique, vraiment rentrer dans des notions, prendre le temps d'expliquer chaque détail, chaque fonctionnalité, typiquement pour After Effects, chaque justement bouton, comment faire une animation, comment lier des effets, etc. Enfin, vraiment prendre le temps d'expliquer tout de A à Z et avec un fil rouge logique, pas de juste balancer des informations en vrac. Ouais. Non, c'est un truc qui me plaît bien. De toute façon, c'est juste une extension plus poussée des tutos en soi. Ça n'a rien de très différent. Ouais, c'est ça. C'est juste que là, tu vas prendre du coup le mec qui est totalement débutant, par exemple, sur After Effects, et lui montrer comment ça marche. Et c'est vrai que moi, After Effects, Premiere Pro aussi, mais After Effects, ce truc de t'arrives sur le logiciel et t'es perdu. Tu sais que tu peux faire des trucs de fou, mais tu sais pas comment les faire. Et il y a ce truc avec After Effects. Toi, ça fait combien de temps que t'es sur After Effects? After Effects, ça fait combien de temps? Ça doit faire, je sais pas, 3 ans, un truc comme ça? Ouais, Ok. pas beaucoup plus. J'ai mis un peu de temps avant de m'y mettre parce que je comprenais pas grand-chose. Mais oui, ça doit faire à peu près 3 ans que je suis vraiment dessus, quoi. Ok. À peu près. Ok. Et est-ce que toi, tu penses quoi de... Est-ce que tu utilises et qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle dans le montage? Parce que ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler en 2023. On a vu sortir des trucs récemment aussi sur l'intelligence artificielle qui ont l'air assez intéressants. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu l'utilises quotidiennement, de temps en temps? Voilà, c'est quoi ton avis là-dessus?
Je pense que pour n'importe quelle nouvelle technologie qui sort, il y aura des gens pour l'utiliser à des fins très créatifs, tout à fait bienveillants, comme il y aura des gens qui vont user le truc jusqu'à la moelle pour faire des sous et peut-être créer des problèmes. Ça, c'est un truc qui a toujours été comme ça. Mais à titre personnel, alors quand on voit effectivement ce qui était sorti récemment, Sora, Ouais. c'est vrai que ça fait un peu... Alors c'est très impressionnant, mais c'est vrai que ça fait un peu flipper quand même. Mais effectivement, je sais plus qui j'avais vu dire ça, quand il te manque un plan particulier pour un film ou quoi que ce soit, si l'intelligence artificielle est capable de te le gérer et que ça peut te faire économiser du budget, c'est intéressant. Par contre, si demain, on nous propose des films qui ne sont réalisés qu'uniquement en intelligence artificielle, il n'y a pas le côté humain derrière. Moi, ça va peut-être un peu moins m'intéresser. Mais après, pour ce qui est simplement de l'utilisation technique en soi, je pense qu'il n'y a pas de mal à l'utiliser pour se faciliter la vie, dans le sens où on a des outils déjà sur nos logiciels, que ce soit sur Premiere Pro, Photoshop, After Effects, etc., qui vont nous créer des effets juste en cliquant sur un bouton. Ouais. On n'a pas toute une démarche à rajouter des textures, à rajouter des couleurs, etc. Donc, je pense que c'est une forme d'extension au logiciel, de juste automatiser infiniment plus tout l'aspect technique qui peut être redondant, répétitif, chronophage. Et si c'est utilisé intelligemment, j'y vois pas de soucis. Mais je sais que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de réticence quand même. Ouais. Bah, pour ce qui est des films qui pourraient émerger en intelligence artificielle, il me semble avoir vu pas mal de personnes qui disaient que ce serait très compliqué, voire impossible, parce que t'as déjà utilisé des logiciels d'images génératives comme Midjourney, même ChatGPT maintenant et tout? Oui, mais vite fait pour tester. Mais c'était au début. Récemment, non, je t'avouerai, non. Okay. Pas vraiment. Bah, je sais pas si tu vois, mais il y a ce truc de... Ça va être bien pour essayer d'avoir des idées. Par exemple, si t'as pas d'idée précise de ce que tu veux faire, tu vas lui proposer, lui, il va te donner des images, et là, tu vas pouvoir trouver un truc sympa. Mais si t'as une idée précise de ce que tu veux faire, là, c'est à s'en mordre les doigts, parce que jamais tu vas réussir vraiment à faire ça. Et en fait... L'intelligence artificielle a du mal à avoir de la cohérence, même si tu lui demandes de te refaire une image, ça va pas réussir. Et donc c'est pour ça que j'ai vu pas mal de personnes qui disaient qu'en fait, même s'il y a de la vidéo, ce serait quasiment impossible de faire une cohérence sur 1h30, et qu'en fait, par contre, ça pourrait me faire des trucs géniaux, par exemple, pour tous les contenus courts, parce que, par exemple, avec Sora, où ça peut te générer peut-être des vidéos d'1 minute et tout, mais que ce serait compliqué pour faire des films. Et par rapport à Sora, j'ai entendu, je crois que c'était Oussama Ammar qui disait que pour faire c'était pas près d'arriver, parce que lui il estimait que le coût pour une vidéo d'1 minute, donc déjà c'était 1 heure à faire tourner la machine, tu vois, et c'était plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc alors je vais être tout à fait transparent. Oussama Ammar, c'est un personnage que je porte pas forcément dans mon cœur. Ouais. Parce que voilà, très très démago, très m'as-tu vu, et puis beaucoup de conneries racontées malheureusement. Donc c'est pas un personnage sur lequel je me fie. J'avais même vu, et ça m'avait fait rire quand j'avais vu ça. J'étais tombé sur une pub YouTube pas de Bitcoin, mais comment ça s'appelle, de crypto-monnaie. Okay. Qui était justement présenté par Oussama Ammar. Et donc, littéralement, la pub, ça voulait dire « Oussama Ammar présente notre pub, donc c'est bien ». Il n'y avait aucune plus-value là-dessus. Ouais. Mais non, c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, mais effectivement, tenir 1h30 en condensé comme ça, enfin pas en condensé, mais en cohérent, c'est très compliqué. Après, effectivement, je pense que ça peut être aussi une bonne alternative aux banques de stock. Si tu parles de, je sais pas, t'étais sur la Côte d'Azur en voiture et tu roulais à 200 à l'heure sur l'autoroute, bon, faut pas le faire, mais si t'as besoin d'un plan qui illustre le temps de quelques secondes, je pense que pour économiser des sous, ça peut être une bonne alternative. Et puis là, pour le coup, typiquement, je pense pas que t'aies de problème de droit d'auteur, à moins que l'intelligence artificielle, enfin l'intelligence qui génère l'image mette un droit d'auteur sur justement la génération de cette image-là. Mais après, je sais pas, c'est peut-être un peu tôt pour le côté juridique aussi. Ouais,
Ouais, pour que les institutions s'adaptent, ça va être un autre défi, ça. Et, Ça viendra forcément à un moment donné, il ouais. faudra. Hein. Bah, oui, bah déjà, qu'on voit ce qui se passe avec les deepfakes et ce qui peut déjà se faire, c'est vrai qu'il va forcément falloir mettre des règles là-dessus. Et donc, toi, tu n'utilises pas spécialement d'intelligence artificielle dans ton montage au quotidien ou... Non, parce que je pense que l'intelligence artificielle, c'est l'ennemi de la compétence. Je préfère justement me casser un peu les doigts à trouver une solution avec ce que j'ai, avec des outils informatiques, mais qui sont pas automatisés, à vraiment trouver des réglages. Parce que si demain, j'ai pas l'intelligence artificielle qui peut m'aider sur un problème en particulier, j'aurai au moins une solution qui sera une alternative, peut-être un peu moins bien, mais qui quand même rehaussera le truc, qui réglera un peu le problème. Et j'ai pas envie de tout délaisser justement à l'intelligence artificielle et de me dire j'ai pas besoin de développer cette compétence, je te laisse gérer. Donc je pense qu'il y a aussi un équilibre à trouver là-dessus, de vraiment l'utiliser en dernier recours quand c'est vraiment pas rattrapable ou que tu t'as pas d'autre solution. Mais sinon, si tu peux, moi je serais plutôt d'emblée à dire, je serais plutôt du choix à dire si tu peux le faire toi-même, sors-toi un peu les doigts et puis apprends un petit peu, ça te servira. Ok. Moi, c'est vrai que je serais plus d'emblée de dire d'apprendre à le faire soi-même, mais une fois que tu l'as fait une ou deux fois, si tu peux le faire avec l'intelligence artificielle, pourquoi se priver, tu vois? Bien sûr. Je vois un peu ça comme la calculette où c'est bien d'apprendre à faire tes multiplications tout seul, mais après, pourquoi se priver de la calculette, tu vois? Non, c'est sûr, évidemment. Si tu as l'occasion d'automatiser pour gagner du temps, pour peu importe la tâche, ouais. Oui, si tu sais le faire à côté, mais que tu peux gagner du temps, effectivement, ce serait bête de ne pas utiliser l'outil à disposition. Non, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Ok, maintenant, on va parler un peu d'équilibre, mais du coup, je pense avoir quelques éléments de réponse, mais... Est-ce que tu accordes une importance, toi, à l'équilibre vie pro, vie perso, el famoso? Est-ce que tu fais attention à ça ou comment tu arrives à t'organiser? Bon, du coup, si tu travailles autant, je sais pas si tu arrives à avoir cet équilibre. Après, chacun place le curseur où il veut, mais toi, comment tu t'organises autour de ça? J'essaye, à défaut d'avoir... plus de temps pour l'instant, parce que gérer et sa propre entreprise et Franprix en même temps, c'est compliqué, ça laisse pas beaucoup de temps. Je pense qu'en attendant de retrouver plus de temps, je fais mes nuits, au moins, parce que ça me paraît le plus important, et surtout quand je finis ma journée de boulot, typiquement en ce moment, je fais le matin, je bosse sur mes trucs, et l'après-midi, je suis à Franprix, donc typiquement, aujourd'hui, c'est ce qui va se faire. Quand je rentre après ça, vers 21h30, j'arrête tout, je coupe tout, je ne fais plus rien. Je prends du temps pour moi, j'essaie de faire des choses que j'aime, de jouer un peu, de regarder des conneries sur YouTube. Peut-être un peu trop parfois. Mais non, j'essaie au moins de faire mes nuits, mais je sais que dès que je pourrai, je reprendrai un genre de rythme de vie plus sain, de faire du sport, de sortir plus, de voir des gens. Parce que voir des gens au magasin, c'est bien, mais c'est pas comme voir des amis, quoi. C'est mes amis, on habite dans la même ville, mais on se voit une fois tous les 3 mois, quoi. Donc c'est pas le top non plus. Donc c'est plus un équilibre là-dessus, mais je sais que je garderai quand même des grosses journées où tout le temps que j'alloue à Franprix, je me ferai des bonnes journées quand même à me lever tôt, parce que j'apprécie me lever tôt et à bosser quand même tard. Mais je pense que c'est si je n'ai pas de contraintes, si j'ai pas quelqu'un à côté de moi pour me dire viens, on sort, viens, arrête un peu, machin, si je suis tout seul dans ma bulle, s'il y a personne pour me dire d'arrêter, je vois pas pourquoi j'arrêterais de bosser. Donc c'est tout seul, c'est un truc que j'ai du mal à gérer pour l'instant, mais faudrait peut-être que je bosse là-dessus, effectivement. Ok, parce que jusqu'à récemment, tu t'as fait avec un de tes potes, c'est ça? Ouais. Un autre Hugo, si je me trompe pas, qui était aussi Exactement. Qui était ton associé. Et donc vous taffiez ensemble. Comment ça s'organisait? Enfin, en quoi elle consistait votre société? C'était autour uniquement de ta chaîne YouTube ou il y avait plein d'autres projets à côté?
Alors, il y avait d'autres projets. L'idée, c'était de faire en une entreprise, il y avait 2 branches. La boîte de production, qui était plus mon domaine, et le développement web, le développement de logiciels, qui était plus son domaine à lui. Donc, il y avait des deux, et chacun gérait un petit peu sa part indépendamment, même si évidemment, on avait une gestion... alors, administrative, c'était surtout lui, parce que alors moi, c'est pas du tout mon truc. Okay. Mais on va dire que alors déjà, on parlait boulot tous les jours, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie. Sur la durée, c'est un peu lourd quand même de se dire à chaque fois qu'on s'appelle, on parle boulot. On peut peut-être lever le pied un peu, on peut peut-être parler d'autres choses de temps en temps. Mais non, sinon après, on partageait tout. On se disait absolument tout, ce qu'on était en train de faire, ce qu'on devait faire, ce qu'on avait prévu de faire, sur quel projet on allait partir, quel était l'avancement sur tel truc ou tel truc, puisque donc lui, il développe toujours un logiciel. Alors, je dis pas de quoi, parce que je sais pas si j'ai l'autorisation d'en parler pour l'instant. Mais c'est ça qui prend du temps aussi. Comme je t'ai dit, on n'avait pas le temps de tout combiner, de faire et les vidéos, et de démarcher, et de bosser à côté et compagnie. Donc, il y a tout ça. Mais après, l'organisation en soi, c'est une organisation classique de 2 mecs qui bossent ensemble, qui sont relativement rigoureux sur leur propre domaine. Le fait est que je pense que c'était un avantage de bosser chacun sur un domaine précis plutôt que d'être 2 sur le même domaine. Chacun bosse avec son organisation, et puis du moment où le résultat est là et que les projets sortent à temps, c'est pas chacun fait sa méthode après, quoi. Ouais, ok, je vois. Et le fait de travailler comme ça tout le temps ensemble, est-ce que ça a entaché un peu votre relation, ou au contraire ça l'a amélioré? Enfin, parce que on se dit souvent, ouais, ça peut être trop bien de lancer un truc avec son meilleur pote et tout. Mais en vérité, est-ce que ça a plutôt servi la relation, ou est-ce que... Enfin, je sais pas si tu peux développer là-dessus. C'est particulier, parce que je pense déjà que ça dépend complètement des personnes, et surtout, ça dépend d'avec qui tu t'associes. Parce que j'ai une phrase qui est très révélatrice de ça. Il suffit pas d'être un bon copain pour faire un associé. Ouais. C'est pas parce qu'on s'apprécie que forcément, c'est une bonne idée de bosser ensemble. Niveau pro, Hugo, lui, il est beaucoup plus performant que moi. C'est-à-dire que lui, l'entreprise, lancer une société, c'est un rêve qu'il a toujours eu depuis gamin. Donc, on va dire, il a été un peu prédisposé à ça. Donc, en soi, c'était pas un mauvais choix, si on peut appeler ça comme ça. Okay. Et ça fait à peu près 15 ans qu'on se connaît. Donc, on a une amitié très forte, très fusionnelle, mais on a aussi un caractère très fort tous les deux, ce qui fait que on peut se prendre la tête. Oups là. Attends, excuse-moi. T'inquiète. Je vais reprendre ma phrase. T'inquiète. Donc, je disais, ce qui fait qu'on peut se prendre la tête pour un rien, mais 5 minutes après, on se regarde et on se dit « café ?» Café. Donc, il y a une sorte d'ambivalence comme ça qui est assez particulière. Mais je pense qu'il faut trouver aussi un équilibre là-dessus, justement, pour pas que la relation d'amitié devienne uniquement une relation d'associé, et surtout que ça finisse par entacher le truc tout court, quoi. C'est assez particulier de se lancer dans le pro, surtout c'est au même titre que le couple, hein, comme on s'est beaucoup dit, on est un vieux couple aujourd'hui, lui et moi, mais se lancer dans le projet d'une vie, et qui est potentiellement notre avenir qu'on se construit à 2, c'est pour ça que je dis c'est un peu comme un couple, forcément ça crée des tensions, c'est normal. Ok. Et c'est à cause de ces tensions que t'es parti, ou c'est parce que c'était plus simple d'être toi sous le régime micro-entreprise plutôt que la société? J'avais besoin de prendre du temps pour moi. Alors déjà, c'est comme je lui ai expliqué ça encore il y a pas longtemps. Je lui ai dit que j'ai fait une pause d'1 mois justement sur les vidéos YouTube, parce que j'avais pas récupéré de 2023. Mais aussi, il y avait une part psychologique qui, comme la chaîne YouTube ne m'appartenait plus jusqu'ici, qu'elle appartenait à la société, pour moi, psychologiquement, c'était assez dur de se dire, voilà, j'ai construit un truc pendant tant d'années, et il y a que moi qui bosse sur la chaîne YouTube, et donc le fait que ça ne m'appartienne pas, ça me dérange, donc j'ai voulu reprendre ça aussi. Et non, oui, les tensions, ça joue aussi. On va pas se mentir, voilà, de se dire, je vais m'éloigner un peu de ça, prendre du temps pour moi, pour me reposer, peut-être pour faire des choses plus simples, moins prises de tête. Oui, ça, je pense que ça joue un peu. Mais je pense que même pour tout le monde, ça aurait joué de se dire, voilà,
On prend beaucoup de temps, enfin on passe beaucoup de temps ensemble, on s'appelle tous les jours. Souvent on se prend la tête parce qu'il y a des tensions à cause du boulot. C'est même pas nous, c'est juste Oui. et l'entreprise et notre boulot qui fait ça. Donc c'est très particulier. C'est très particulier. Et je vais même te dire, je comprends d'ailleurs énormément qu'il y ait des personnes aujourd'hui qui refusent catégoriquement d'entreprendre des choses, parce que quand on voit la quantité de travail que ça demande, ne serait-ce que par rapport à soi, les sacrifices, etc., c'est très très particulier. Ouais, c'est un chemin qui peut être un peu compliqué des fois. Mais puis c'est vrai que sous le prisme d'une des valeurs fondamentales pour toi qui est la liberté, ça fait beaucoup de sens du coup de reprendre un peu le contrôle de ta chaîne YouTube, qui en plus, je suppose, doit te tenir à cœur. Ça fait depuis 2017 que tu postes dessus. Oui, c'est ça. Il n'y a pas qu'un côté pro, en fait. Il y a un côté de vie depuis 2017. Puis c'est une trace de mon parcours, parce que pour la plupart des gens, les traces qu'on a de notre passé, c'est des photos. Moi, j'ai vraiment des vidéos où je me vois parler, je vois l'évolution. Surtout quand je faisais du développement personnel, c'est d'autant plus intéressant de voir justement ce par quoi je suis passé. Donc non, il y a ça aussi qui me tient à cœur. C'est pas juste du boulot, c'est plus profond que ça quand même. Ouais, parce que ta chaîne YouTube, toi, t'as dû faire une assez grande traversée du désert du coup, et elle a décollé au moment où t'as commencé les tutos montage, ou c'était peu de temps après. Ça a commencé à vraiment bouger peu de temps après le Covid, peu de temps après le premier confinement. En fait, le 3 mai, c'est devenu un peu la date référence, puisque chaque année, alors depuis 2020 et alors cette année, je sais pas comment ça va se passer, mais depuis 2020, il y a chaque 3 mai, il y a un nombre symbolique. En 2020, c'était 300, l'année d'après, c'était 7000, je crois. Là, encore l'année d'après, c'était 27 000, un truc comme ça. Donc à chaque fois, ça tombait sur des trucs, des chiffres ronds. Ok. Enfin, des nombres ronds, pardon. Mais ça a commencé à doucement bouger, à doucement décoller à ce moment-là. Puis effectivement, après, ça a continué. Puis ça continue encore aujourd'hui, quoi. D'accord. Ok. Bon, c'est une belle aventure en tout cas, parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui abandonnent lors de cette fameuse traversée du désert. Mais au final, t'as pu trouver le truc qui te correspondait bien. Et on a déjà un peu abordé le sujet, mais j'aimerais un peu parler de tes sources d'inspiration. Est-ce qu'il y a que Cinécom, ou est-ce qu'il y a des choses dont tu t'inspires, même en dehors du montage, hein, en dehors du pur montage? Ça peut être, je sais pas, des clips, des films. C'est quoi qui t'inspire pour créer du contenu? Moi, ce qui m'inspire déjà, je suis pas inspiré par les films. Alors, c'est drôle de parler de ça parce que j'y pensais encore hier soir. Je suis pas inspiré par des personnages, parce que ce n'est que de la fiction. Je suis beaucoup plus inspiré par des vrais gens qui ont vraiment un truc à dire, qui ont vraiment vécu des choses. Okay. Et j'avais fait une vidéo justement, alors qui n'est plus accessible, il y a quelques années, justement, des gens qui m'inspiraient alors sur le moment, mais ça n'a pas trop changé depuis. Je pense que ma principale source d'inspiration, enfin quelqu'un qui me parle beaucoup, c'est alors c'est pas très original, mais c'est Alexandre Astier. C'est quelqu'un qui... Ah oui. Kaamelott, si tu préfères. Oui. Pour faire simple, faut bien comprendre un truc, c'est que mon père est un mix parfait en termes de personnalité entre Alexandre Astier et Serge Gainsbourg. Ah, c'est un personnage un peu sympa. Voilà. Mais ça a toujours été comme ça, et plus il vieillit, plus il passe du côté Gainsbourg. Mais bon... c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup inspiré, et ça fait partie quelque part de ma personnalité aujourd'hui. Et puis c'est plus le côté comme il a beaucoup dit en interview, où lui il avait envie de créer des choses, il n'a pas attendu qu'on lui propose, il est allé chercher ce dont il avait besoin, il a créé les mélodies qu'il voulait entendre, il a tourné les plans qu'il voulait voir, etc. Donc là-dessus, en termes de créativité, il y a beaucoup d'inspiration. En termes de YouTube, je pense que celui qui m'a vraiment motivé à me lancer, même si ça n'avait rien à voir avec le développement personnel, c'est Amixem. Okay. Pour une raison que là, je ne sais plus trop. Je crois parce qu'à un moment donné, il faisait des ouvertures de colis et qu'il mettait vraiment
un point d'honneur à encourager sa communauté à se lancer dans des trucs. Je pense que c'est ça qui m'a donné peut-être un peu le déclic. Ok. Et aussi, alors ça n'a rien à voir avec le montage, effectivement, c'est plus une inspiration de toujours se dépasser, c'est Mike Horn. Ok. Je sais pas si tu connais Oui, Mike bah, Horn. oui. Voilà. Donc c'est des gens comme ça dont je retiens des phrases. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup aux phrases, aux citations. C'est des choses qui m'aident à garder la tête hors de l'eau. Donc il y a vraiment une inspiration humaine en fait. C'est pas le côté créatif, c'est une chose, mais il y a plus le côté humain de me dire ces personnes-là sont passées par ça. Je me retrouve au travers de telle personne, ou alors cette personne dit quelque chose, il explique une notion, et je pense que c'est exactement la même chose. Donc c'est plus des rapports humains comme ça qui m'inspirent beaucoup au quotidien, plutôt que des réalisations. Ouais, bah oui. Bah, c'est vrai que s'inspirer des personnes, ça te donne un aspect, comment dire, c'est beaucoup plus global et ça fait beaucoup plus histoire et ça permet beaucoup plus de s'accrocher directement à la personne, bah, surtout si tu t'inspires non pas de leur rôle, par exemple Mike Horn l'aventurier ou Astier le réalisateur, mais plus directement de la personne, quoi. Mais c'est ça. Mais je pense d'ailleurs que c'est quelque chose dont on va peut-être manquer avec la génération qui arrive. Quand on voit toutes les... Alors, ça va faire très vieux con de dire ça comme ça, mais quand on voit l'importance que prend TikTok, j'ai peur qu'on perde justement ce côté de se raccrocher à quelqu'un qui nous inspire, quelqu'un qui nous apprend des trucs. J'ai peur qu'on perde ce côté-là qui est pourtant très noble et très sain pour la vie de quelqu'un, d'avoir des gens qui nous forgent spirituellement quelque part. Je pense que c'est dommage, ce serait dommage de perdre ça. Et tu penses pas qu'il y a des créateurs TikTok qui, eux, inspirent leur communauté, tout comme toi, Amixem, t'as inspiré, par exemple? Si, bien sûr. Après, je pense... Alors, ça n'engage que moi. Un créateur de contenu comme ça n'a pas le même impact que quelqu'un qui, comme Mike Horn, typiquement... traverse l'équateur, fait le tour du monde sur l'équateur, ou va au pôle Nord et au pôle Sud et le traverse à pied comme ça, tout seul, pendant des mois. C'est pas le même impact que quelqu'un qui te dit, bah tiens, aujourd'hui, on va ouvrir des colis, pour reprendre Amixem, pour faire preuve d'objectivité, pas cracher sur un autre. Donc, je pense pas que ce soit le même impact, même si après, l'inspiration, effectivement, peut venir de n'importe où, mais je pense que c'est quelque chose qui te marquera moins sur la durée. Typiquement, je prends l'exemple purement d'Amixem, mais je pense que d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'aurais plus retenu Alexandre Astier et Mike Horn plutôt qu'Amixem ou qu'un autre créateur de contenu. Okay. Mais encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a ce truc-là c'est des notions moins fortes, je pense. Ok. Et tu penses toi qu'il va y avoir moins ou plus de personnages comme Mike Horn aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Okay. J'allais dire, je n'espère pas. Non, très honnêtement, je ne pense pas. Parce que des gens qui ont soif d'aventure, je pense qu'il y en a toujours et il y en aura toujours. C'est un peu le propre de l'humain que d'explorer, hein, que ce soit de manière très restreinte, de juste explorer son quartier, comme d'aller jusqu'à la conquête spatiale. Je pense que c'est quelque chose de très humain. Mais non, pour ne prendre l'exemple des explorateurs, je pense qu'il y en aura toujours, au même titre qu'il y aura toujours des cinéastes, de grands musiciens, même si aujourd'hui, voilà, ils se font un peu rares selon qui on écoute en termes de témoignages, mais je veux dire, on aura toujours des grands noms qui ressortiront. Là-dessus, je me fais pas de soucis. Ok, donc finalement, en fait, même pour les générations suivantes, ils auront peut-être aussi, eux, leurs aventuriers qui suivront et à côté leur TikToker, quoi. Mais... Je l'espère. Oui, attention, je ne dis pas que les deux ne peuvent pas aller ensemble. Oui. C'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est l'un et l'autre. Bien sûr, les deux peuvent complètement aller ensemble. J'ai juste peur que le côté TikTok, justement, les éloigne un peu trop de ce côté réellement humain. Parce que, bon, je vais pas te l'apprendre, tu le sais très bien, que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à assez rappeler. Je pense que ça prend peut-être trop de place justement dans notre vraie vie et qu'on y accorde trop d'importance.
Encore une fois, ça n'engage que moi, mais j'ai peur de passer pour un vieux con. Ouais, non, mais t'as raison. Et d'ailleurs, en vrai, ces derniers temps, il y a un nouveau type de contenu qui est arrivé un petit peu avec Sam Sulek. Je sais pas si tu vois qui c'est. Avec qui, Sam pardon? Sulek. Bah, tu sais, récemment, c'était beaucoup la mode du plus en plus de montage, plus en plus de production, plus en plus d'effets, plus en plus de concepts. Et en gros, il y a en fait, c'est un bodybuilder américain qui est arrivé et qui a commencé à juste se filmer tous les jours avec une casquette et un micro dessus et avec son vieux téléphone ou sa caméra, j'en sais rien. Et tous les jours, il postait un vlog de lui qui allait à la salle, qui soulevait des poids sans aucun montage, avec juste des cuts pour organiser le truc. Et il a gagné, il a gagné peut-être 3 millions d'abonnés en un an. Il fait des vidéos tous les jours, des vlogs qui ont des noms, ça s'appelle genre vlog 59 séance jambes, et il tape des 800 000 vues à chaque vidéo, quoi. Et depuis un peu ce gars, il y a beaucoup de créateurs qui se sont mis à faire du contenu avec beaucoup moins d'artifice, on va dire. Et du coup, il y a un peu un retour aussi, j'ai l'impression, même avec les podcasts, du contenu un peu plus réel, entre guillemets, et un peu moins dans le superficiel. Et j'ai l'impression que ça vient contrebalancer justement TikTok où tu vas te prendre des rushs de dopamine constants avec des effets où tu vas changer de vidéo toutes les 4 secondes. Donc je pense que peut-être même sur les réseaux sociaux, les gens pourront peut-être quand même retrouver une connexion un peu plus réelle, même si je suis d'accord avec toi que quand tu es devant ton écran YouTube, c'est quand même différent qu'aller expérimenter dans le réel. Non, c'est sûr, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que, alors, il faut savoir un truc, TikTok, je déteste. Ouais. C'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Okay. Moi, typiquement, il y a deux choses qui m'horripilent. C'est soit les vidéos en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'empêche de mettre le truc en entier d'un coup, soit effectivement les vidéos coupées en deux où t'as un extrait d'un youtubeur et en dessous on te met un mec qui descend à une pente dans GTA ou je sais pas quoi pour te captiver justement parce que apparemment tu es trop con pour regarder un truc pendant quelques secondes. Ouais. Donc moi c'est des choses qui m'énervent, mais effectivement quand on voit des gens comme MrBeast, alors qui ont effectivement tout cartonné, ça on peut pas lui reprocher, qui effectivement sont blindés de montage, ça n'arrête jamais, tu respires pas une seconde. Retrouver effectivement peut-être du côté quelque chose de plus simple comme Lena Situation, qui a beaucoup fait ça aussi, de faire des vlogs sans trop de montage chiadé, effectivement, à part les cuts ou 2-3 petits effets comme ça pour la forme. C'est assez intéressant. Et même quand on voit, alors aux États-Unis, quand on voit le podcasteur Joe Rogan, qui lui a été payé 100 millions, je crois, par Spotify pour faire son truc, effectivement, c'est pas quelque chose qui est en train de tomber dans l'oubli, bien au contraire. Mais je pense que c'est bien justement de refaire du contenu comme ça, où tu dois prendre le temps d'écouter, le temps de comprendre, peut-être de réfléchir, ce qui est mieux, et de pas être justement surchargé de cuts, d'effets, d'agiter les clés devant bébé pour qu'il reste concentré sur un truc pendant plus de 3 secondes. Donc non, je pense que c'est une bonne chose. Mais je pense pas que ça dure très très longtemps, mais c'est peut-être un peu pessimiste. C'est peut-être mon côté pessimiste, c'est possible. On verra bien. Toi, de ton côté, t'écoutes, t'es friand de podcast ou t'es plus vidéo YouTube? Je suis beaucoup plus vidéo YouTube. Alors, je vais être tout à fait honnête. Je suis un enfant de YouTube. J'ai grandi avec ça. Ça fait 14 ans à peu près que je traîne sur la plateforme et que j'y vais quasiment tous les jours, si c'est pas pour dire tous les jours complètement. Okay. Je suis passé par... J'ai vu toutes les phases de l'âge d'or en 2014, par le déclin, le départ de youtubeurs et compagnie, ou l'émergence de nouvelles tendances, de nouveaux concepts, de Michou, les premières vidéos de Michou que j'avais vues, il était gamin, il avait 9 ans, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Donc, non, j'ai vraiment connu au tout début. Pareil, Squeezie, j'ai vraiment grandi avec lui. Donc là-dessus, on va dire, il y a peut-être aussi une attache émotionnelle assez forte là-dessus. Mais non, je pense c'est une habitude. J'ai toujours été là-dessus et pour moi aujourd'hui c'est pas un hasard si je fais des vidéos aussi sur YouTube. On va dire c'est pareil une suite logique. Mais non, c'est les podcasts, c'est pas trop mon truc. Si je dois écouter quelque chose, c'est plus de la musique ou alors des
des sons comme Bon Entendeur. Je sais pas si tu connais Bon Entendeur. Non, je connais pas. Enfin, Bon Entendeur, pour faire très simple, c'est des Français qui font des mix avec des musiques des années 80, 90 ou plus récentes ou plus vieilles, et qui par-dessus ça mettent des extraits d'interviews qu'ils ont fait avec des personnalités, typiquement Mike Horn, Alexandre Astier, Serge Gainsbourg, Pierre Ninet, Gérard Darmon, enfin plein de personnes. Okay. Et ce côté citation sur un fond de musique, pour moi qui suis très porté justement, comme je t'ai dit, sur les phrases inspirantes, sur les citations, ça me parle beaucoup. Donc c'est plus ce genre de choses que je vais écouter pour peut-être apprendre des trucs. D'accord. Mais les podcasts en soi, non, c'est vrai que j'ai pas été éduqué à ça. J'ai pas pris cette habitude-là. Ouais, ok, je vois. Ok. Bah, on arrive doucement vers la fin. Est-ce que toi, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à un mec qui veut se lancer dans le montage, à part d'aller poncer ta chaîne, évidemment, mais qu'est-ce que... J'allais pas dire ça en plus. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un gars qui veut se lancer dans le montage et qui part de pas grand-chose? Déjà, de pas faire du montage pour absolument faire des vues. Déjà, je pense que ça peut être une bonne base de pas juste se dire je vais apprendre le montage parce que mes potes ils font des TikTok donc je vais faire ça. Ouais. Ça sert à rien. Mais pour apprendre le montage, c'est un truc que j'ai beaucoup rappelé. Monteur, au même titre que motion designer ou faire de la captation vidéo, c'est un métier. Ça ne s'apprend pas en 5 minutes, ça prend du temps, ça prend plusieurs années pour devenir vraiment bon. Et je pense que alors c'est peut-être parce que je suis passé par là, mais le slogan « Apprenez, utilisez, progressez », ça sort pas de nulle part. C'est parce que c'est le parcours le plus simple et ce par quoi je suis passé, de regarder des tutos, d'appliquer ce que tu viens d'apprendre, soit juste pour tester, soit effectivement dans une création où ça te servira vraiment, et de recommencer. Ouais. Il y a rien de fou là-dedans, c'est juste de l'entraînement. Donc, apprendre le montage, déjà faire des choses qui te servent, faire des choses qui t'intéressent. Typiquement, si ton truc, c'est, je sais pas, faire des musiques, peut-être apprendre l'animation de texte pour faire justement des montages en rythme, des textes qui vont se retourner, un qui va passer sur un autre, ou qui va l'écraser, etc., pour faire une animation un peu sympa, qui peut orienter du coup vers le motion design. Ou effectivement tourner peut-être des choses de son côté, ou même prendre des vidéos de stock sur Pexels typiquement, pour créer des montages, pour créer des choses, expérimenter, prendre des vidéos de youtubeurs, peut-être faire des YouTube Poop. Il y a plein de manières de faire le montage. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution préétablie. Je pense que chacun fait un peu comme il veut. Et puis c'est ça qui va créer des styles de montage. Typiquement, si on prend mon style personnel ou celui de Potatoes, je pense que tu vois qui c'est Potatoes. Ouais. C'est pas du tout le même style. C'est même MrBeast à côté, c'est tranquille hein, quand on regarde ses vidéos à lui. T'as vu sa dernière? Mais c'est un. J'ai pas regardé. C'est vrai que ça faisait quelques années qu'il avait rien sorti. Il faut que je la regarde. Tu vas te régaler. Hein. Bon, tant mieux. Si ça se trouve, il y aura des effets intéressants à traiter en tuto. Écoute. Mais non, mais il faut expérimenter des choses. Et puis voilà, donc comme j'allais dire, voilà, ça fait que ça crée des styles, ça crée des personnages. Et puis, si c'est pour que tout le monde se ressemble, tout le monde fasse le même type de montage, je vois pas bien l'intérêt de suivre une trame précise, quoi. Donc, un conseil, faites ce que vous aimez, et puis ce sera déjà pas mal. Ouais. C'est le conseil bateau. Ouais, non, mais c'est vrai, mais c'est souvent, en soi, les conseils bateau, si tu les appliques, ils sont pas là pour rien, quoi. Oui, c'est comme le apprenez, utilisez, progressez. Alors, c'est pas un conseil, c'est plus un slogan, mais il y a rien de plus vrai. Ouais. Et c'est aussi d'ailleurs avec ça que la chaîne avait commencé. Les premières vidéos, ça s'appelait des Learn, Use, Progress. Okay. Donc, j'ai gardé ce truc-là que j'ai adapté. Ok. Oui, c'est vrai que ça, c'est super important de quand tu regardes un tuto, tout de suite essayer de l'intégrer, tout de suite essayer de l'appliquer pour c'est comme ça qu'on progresse, quoi. Bien sûr. Non, c'est ça. Ok, franchement c'était super intéressant, Hugo. Je vais mettre évidemment tous tes réseaux, tous tes liens, tous les moyens de te contacter dans la description. Avec plaisir, écoute. Et puis merci beaucoup d'être passé sur ce podcast.
Et Bah, je t'en prie, tu m'as invité, c'est quand même la moindre des choses de venir. non, bah franchement, ça fait plaisir parce que je sais que le podcast est pas très grand encore. Donc, quand je contacte des plus grands créateurs, je me dis, est-ce qu'ils vont vouloir? Mais non, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc, Je t'en prie, écoute. et puis, merci à vous d'avoir regardé le podcast. J'espère que vous avez appris des choses, j'en doute absolument pas. Et puis je vous dis à une prochaine. Montez bien. Et puis ciao.